Les coulisses de l'info spéciale 13 novembre. Le procès s'ouvre mercredi. Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1 est avec nous. Georges Fenech également, ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015. Alors on a parlé à l'instant de ces ratés du soir du 13 novembre. Salah Abdeslam parvenant à regagner la Belgique. Plus largement, Georges Fenech, quand on y regarde de près, on savait qu'il se passait des choses dans la zone irako-syrienne, que des attentats de masse se préparaient. On avait plus que des signaux faibles, que ce soit la DGSE, Frontex, l'ancien juge d'instruction Marc Trévidic, tous disent on savait que ça se produirait, on avait déjà quand même tout un ensemble de données qui auraient pu nous permettre d'anticiper. Oui, il y a notamment l'audition d'un certain Reda Ham par Marc Trévidic au mois de juillet 2015. 4 mois avant, donc. 4 mois avant, lequel fait état d'un projet d'attentat contre une salle de concert, une salle de rock. Et il donne le nom d'Abdelhamid Abaoud. Il donne le nom d'Abdelhamid Abaoud, et ce que nous dit Marc Trévidic, puisqu'il est venu devant la commission d'enquête, c'est que Reda Ham avait par ailleurs fait d'autres déclarations qui ont toutes été vérifiées, c'était pas un fantaisiste. Et ce qu'il disait, il fallait le prendre très au sérieux. Le problème, c'est de savoir, mais quelle salle de concert, où, comment. Et malheureusement, personne n'a fait le rapprochement avec un procès-verbal qui datait de 2009, dans lequel la DCRI mentionnait, à travers les déclarations d'un certain Farouk Ben Abbès, qui était mêlé à un attentat du Caire, que le Bataclan était visé comme un projet d'attentat. Vous voyez. Donc ça a été un des points sensibles de notre commission d'enquête. Pourquoi il se trouve que Marc Trévidic n'était pas en fonction en 2009 et personne n'avait fait le rapprochement, personne n'avait même avisé les exploitants du Bataclan, dont ils se plaignent aujourd'hui. C'est la coordination des services, Marion Dubreuil, là, qui est mise en faute finalement à travers ce que vient de nous dire Georges Fenech. À l'époque, en tout cas, on sait que Abdelhamid Abaoud est parti en Syrie. On sait que c'est un lieutenant important de l'État islamique. De la cellule des opérations extérieures, comme elle s'appelait. Oui, alors c'est un des lieutenants, pour le coup, il a des supérieurs au sein de cette cellule. Mais ce que l'on sait, c'est que dans son entourage, dans ses amis d'enfance à Bruxelles, à Molenbeek d'ailleurs, il y a les frères Abdeslam. Et eux font l'objet d'un signalement, alors un signalement faible, mais dès juillet 2014, c'est-à-dire plus d'un an avant les attentats du 13 novembre. Et ce signalement-là n'a pas fait l'objet d'un suivi suffisant. En janvier 2015, quand Brahim Abdeslam, qui est l'un des membres du commandant du 13 novembre, qui est le frère de Salah Abdeslam, part en Syrie, à son retour, il fait l'objet d'une enquête, mais qui ne sera pas suffisamment poussée et qui va être classée sans suite en juin 2015, c'est-à-dire quelques mois seulement avant les attentats du 13 novembre. Alors Marc Trévidic, ce matin, dans Libération, rappelle qu'en 2015, les services de renseignement étaient totalement submergés. Il dit qu'il y a des gens qui faisaient des allers-retours entre la France et la Syrie sans même qu'on le sache, sans même que l'on s'en rende compte. On sait qu'ils ont emprunté, la plupart de ces terroristes, du 13 novembre, la route des migrants qui partaient de Syrie. Je rappelle aussi ce que disait le patron de Frontex, qui disait qu'à l'époque, tout le monde passait, on contrôlait personne. Un homme d'affaires américain était mieux contrôlé qu'un migrant du Proche-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, Georges Fenech, vous pensez que cela pourrait se reproduire? Évidemment, on a tous en tête ce qui se passe en Afghanistan. Bien sûr, c'est un risque. On est mieux préparé aujourd'hui. Frontex a été renforcé, question de 10 000 effectifs. Ils ont accès également à des fichiers, le fichier Schengen. Mais le risque zéro n'existe pas. Et les infiltrations à travers les filières migrants, on le sait, on l'a connu à travers les deux qui venaient justement de cette filière, qui ont attaqué le Stade de France. Ils ont été contrôlés sur l'île de Léros. Donc ils sont bien passés avec des faux passeports, avec des faux documents par les filières migratoires. Donc il faut renforcer davantage ces contrôles, bien sûr. Ce procès qui s'ouvre mercredi, jetons-y un œil, on aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne d'Europe 1, mais Marion Dubreuil, il y a 14 accusés. Qui sont-ils, outre Salah Abdeslam? Alors, il y a 20 accusés en tout, il y en a 14 qui seront présents, il y en a 6 qui seront jugés en leur absence. En France, on a l'habitude, quand des hommes sont morts par des frappes de la coalition et qu'on n'a pas de preuves autres que celles des renseignements sur leur décès sur zone, de les juger en leur absence. Ce sera le cas notamment pour les voix, les frères Klein, les voix des revendications des attentats du 13 novembre, ce que l'on entendait dans les enregistrements de l'État islamique. Ce sera le cas aussi pour le donneur d'ordre qui est de l'État islamique et pour l'artificier qui serait sans doute responsable d'une partie de la confection des gilets explosifs du commando du 13 novembre. Il y a aussi un accusé qui est détenu en Turquie.
Turquie. Pour les autres, il y a donc Salah Abdeslam, mais c'est pas le seul accusé important dans la préparation des attentats du 13 novembre. Il y a également son ami d'enfance Mohamed Abrini qui est également mis en cause dans les attentats de Bruxelles. C'est le fameux homme au chapeau. Hein. Le fameux homme au chapeau qu'on voit sur les images de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem. Et puis il y a tout l'entourage de Salah Abdeslam, des frères Abdeslam qui gravitent autour d'eux, qui ont aidé Salah Abdeslam dans sa cavale. Il y a ceux qui ont tenté de l'aider pour la fourniture des armes, pour la location des planques et des voitures qui ont permis aux attentats du 13 novembre de se produire. Georges Fenech, ce sont des petites mains, ce sont des exécutants. Ce procès, justement, en quoi est-il important, diriez-vous ? Il est très important d'abord pour les victimes, leurs familles, face à leur reconstruction, je dirais, leur deuil aussi, qu'ils comprennent pourquoi, comment et qui organisait ces attentats. Et puis, vous dites des petites mains, c'est quand même sans eux, sans ces petites mains, les attentats n'auraient pas pu avoir lieu. Donc, ils sont totalement impliqués présumés innocents toujours, bien sûr, mais impliqués dans une complicité active, vous l'avez rappelé, hein, les appartements conspirationnistes, les armes, les faux passeports, etc., les véhicules, on allait les chercher jusqu'en Hongrie, en Allemagne, on les transportait à Molenbeek. J'ai vu que le budget de l'opération, c'était 116 000 euros. Ça reste quand même une opération coûteuse pour un groupe terroriste, il faut bien le dire. Oui, ça reste coûteuse, mais rappelez-vous que Daesh, à l'époque, avait des moyens, puisqu'ils avaient des ressources infinies, on peut dire. Ils étaient assis sur une manne pétrolière et ils taxaient la population, donc pour eux, c'était pas grand-chose. Hein. Merci Georges Fenech. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Bataclan, Paris, Stade de France. Le procès, ça paraît aux éditions du Rocher, dans lequel vous racontez les travaux de cette commission d'enquête parlementaire que vous avez dirigée suite aux attentats de 2015. Merci Marion Dubreuil. Vous suivrez donc le procès qui s'ouvre mercredi pour Europe 1. Demain, c'est votre consoeur Gladys Lafitte au service police-justice qui sera avec nous. On abordera une autre dimension, celle des victimes. On parlera de comment aujourd'hui les victimes abordent ce procès qui s'ouvre donc mercredi.